Rebonsoir, Paris-Jaffa, deuxième partie. Dans la première partie, en tout début d'émission, je vais vous donner une information sur l'assassinat d'une Israélienne près de Hébron, chez elle. Julia Ganancia s'est rendue avec Amit Edelman sur place. Je vous propose de la retrouver en direct par téléphone. Avez-vous d'autres précisions, Julia ? Oui, bonsoir Paul. Oui, beaucoup d'autres précisions ce soir. La jeune femme avait 38 ans, elle s'appelait Daphna Meir et comme vous l'avez dit un peu plus tôt, elle a été attaquée chez elle par un terroriste qui a pénétré dans sa maison et qui l'a assassinée à coups de couteau. Cette femme avait 3 enfants qui étaient à la maison et qui ont été témoins de l'horreur. Ça s'est passé donc plus tôt dans l'après-midi dans l'implantation de Otniel, à côté de Hébron. Évidemment, vous pouvez l'imaginer, la petite commune, la petite communauté est sous le choc ce soir. Il n'a pas l'habitude de tant de violence dans un petit village où tout le monde se connaît. Les habitants avec qui j'ai pu m'entretenir décrivent une femme exceptionnelle qui était assistante médicale à l'hôpital de Beersheba. Une famille très connectée avec tous les autres membres de la communauté. Ce soir, impossible de rentrer à l'intérieur du village car il est gardé par l'armée et par la police. Il y a de nombreux barrages qui ont été dressés par l'armée pour retrouver le terroriste parce qu'il a fui. Après l'attaque, un élément tragique et dramatique que nous a donné le maire tout à l'heure de la ville, c'est que le terroriste a dû fuir parce qu'il n'arrivait plus à retirer le couteau qui était dans le corps de sa victime. C'est pour ça qu'il a pris la fuite et ce soir, l'armée est toujours à la recherche de cet homme. Au-dessus de moi, je peux vous décrire ces fumées, ces fusées éclairantes pour justement tenter de retrouver, pour aider aux recherches l'armée et pour tenter d'éclairer le secteur parce que, comme vous le disiez, le terroriste est toujours en fuite. Alors je me suis aussi entretenue avec Yehuda Glick. On a beaucoup parlé de lui en octobre 2014. Il avait été aussi victime d'un attentat. C'est un activiste d'extrême droite. Et lui habitait juste à côté de la maison de Daphna Meir. Il n'a rien entendu, mais il est très choqué ce soir. Et il me disait, la meilleure réponse que l'on peut donner à cela, c'est continuer de construire ici des maisons à Otniel. Merci Julia pour ces premières précisions. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous appeler et l'on vous retrouvera de toute façon dans le journal tout à l'heure de Jean-Charles Banoun. Du Vatican à la synagogue, le pape François s'est contenté de traverser le Tibre et de se rendre en voisin de cœur à la grande synagogue de Rome. Joseph Emmanuel. Applaudi longuement pour sa première visite dans la grande synagogue de Rome. Les mots de François étaient très attendus. Le pape a parlé de sa relation particulière avec le peuple juif. Il a condamné aussi toute forme d'antisémitisme et de discrimination. Non à toute forme d'antisémitisme. Et non à toute injure, discrimination et persécution qui en découlent. Le pape a ensuite parlé du message universel de la Bible, puis le discours s'est un peu politisé. La violence de l'homme contre l'homme est en contradiction avec toute religion, nous dit le pape, en particulier avec les 3 grandes religions monothéistes. Il est le 3e pontife à visiter cette synagogue. Avant lui, Jean-Paul II en 1986, Benoît XVI en 2010. Pour cette visite, 1500 personnes ont été triées sur le volet, dont 300 journalistes. À l'extérieur, la sécurité a été draconienne toute la journée. Le trajet de François est resté secret jusqu'à sa venue. Les sous-sols de ce vieux quartier historique ont été passés au peigne fin, les poubelles scellées. Car même sans menace terroriste concrète, les attentats de Paris suscitent des craintes. Avant d'entrer dans le vieux bâtiment juif, le pape s'est arrêté devant 2 plaques commémoratives. L'une rappelle la grande rafle d'octobre 1943, durant laquelle 1024 juifs avaient été déportés à Auschwitz. L'autre plaque rappelle l'attentat palestinien de 1983, une attaque dans laquelle Stefano, un bébé de 2 ans, perdait la vie. Si la réconciliation entre l'Église et les Juifs progresse sans cesse depuis Vatican II, de nombreuses incompréhensions subsistent. La principale, la récente reconnaissance par le Vatican de la Palestine, une reconnaissance expliquée par le Saint-Siège comme étant la seule voie possible pour atteindre la paix.
Et l'on retrouve en direct de Paris Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi, comme moi, cette visite du pape et le récit qu'en fait Joseph Emmanuel. Quelle est la portée de cette visite, Monseigneur Lalanne? Je trouve que c'est une portée symbolique extrêmement forte, surtout dans ces temps de violence. Et le message du pape, tel que je viens de l'entendre sur votre antenne, a été fort et clair. Et il est en parfaite continuité avec ses prédécesseurs. 86, c'était vraiment une là que le pape Jean-Paul II traverse Tibre et vienne à la grande synagogue. Et puis en 2010, le pape Benoît XVI. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le pape Jean-Paul II avait parlé à propos des Juifs, de nos frères aînés dans la foi. Et le pape Benoît XVI, lui, a parlé aussi de nos pères dans la foi. Et je trouve que ces deux formules disent bien les relations de proximité entre les uns et les autres. Oui, vous avez raison de dire que la grande synagogue de Rome n'est pas très loin du Vatican. Il y a à peine 2 kilomètres qui les séparent. D'ailleurs, le pape et le grand rabbin de Rome pourraient de temps en temps prendre le thé et se voir peut-être un peu plus souvent. Je pense qu'une telle rencontre, je crois que le pape François, quand il était en Argentine, il y avait aussi une communauté juive très importante et il était très proche de cette communauté. Oui. Et je vois personnellement, vous voyez, avant-hier, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, avec qui j'ai de beaux liens d'amitié et de confiance mutuelle, m'a invité à l'entrée au Shabbat à Sarcelles. Et dites-vous que le président du CRIF, d'alors, le docteur Richard Prasquier, est venu à Coutances pour mon ordination épiscopale. Vous savez, c'est des petits gestes, mais qui veulent bien dire les liens de confiance mutuelle, de reconnaissance des uns et des autres. Et je trouve que c'est extrêmement important de le manifester dans une époque aussi incertaine où les attaques des religions, l'antisémitisme est très présent. Et je crois que les responsables font bien de se rencontrer et ces liens d'amitié sont, à mon avis, significatifs pour les fidèles des deux religions. Et ce sont des liens d'excellence, justement, entre ces deux grandes religions monothéistes. Quelle peut être l'influence bénéfique de cette excellence-là sur les relations avec la troisième grande religion monothéiste? Je suis frappé par le contraste entre le récit que l'on faisait tout à l'heure dans la première partie de Paris-Jaffa, de cette horreur, au fond, qui ensanglante le monde, et les explications de Mathieu Guéhin étaient très intéressantes. On avait le versant sombre de l'humanité. Et avec vous, maintenant, on a le versant lumineux. Pourquoi se fait-il que ce versant lumineux ne l'emporte pas un jour sur ce versant sombre? Alors, je voudrais quand même dire que les relations que nous avons avec nos frères musulmans ne sont pas du même type qu'avec nos frères juifs, parce que là, nous avons un patrimoine commun, ce que nous appelons mal l'Ancien Testament, on doit l'appeler la première alliance, et le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Je crois qu'il n'y a pas substitution, il n'y aurait pas les Juifs et puis les chrétiens qui auraient pris le relais. Donc il y a un lien intrinsèque extrêmement important. Ceci étant dit, je trouve que l'expérience que je peux avoir, c'est que la non-connaissance de l'autre, de ce qui fait sa foi, de ce qui fait l'essentiel de sa vie, c'est les fondements de ses croyances, c'est très important que les uns et les autres, on les connaisse, parce que c'est ainsi, en bannissant la peur, en bannissant la non-connaissance de l'autre, qu'on peut entrer dans un processus de paix. Alors bien sûr, il y a des fauteurs de troubles et il faut les punir, mais la plupart des croyants de ces religions, et d'ailleurs le pape l'a bien dit, ces trois religions monothéistes sont contre la violence. Et nous devons nous aider les uns les autres à vivre dans cette dynamique. Et toute relation, toute entrée en contact est extrêmement importante. Et je trouve que dans un département comme celui du Val d'Oise, je trouve, où la communauté juive est très importante, il y a presque 50 000 frères et sœurs juifs, et puis il y a aussi une communauté musulmane très importante, les relations sont bonnes entre responsables, et je crois qu'on a à développer ça, c'est essentiel pour l'avenir de notre humanité. Merci beaucoup, Monseigneur Stanislas Lalanne, pour avoir répondu à notre invitation en direct de Paris dans ce
Paris-Jaffa. Les autres événements de la journée avec Léa Berdugo, tout en images. À Jérusalem, nouvel acte de vandalisme antichrétien. Ces graffitis ont été retrouvés sur la façade de l'abbaye de la Dormition. Selon la tradition chrétienne, c'est ici qu'a eu lieu la scène, le dernier repas de Jésus-Christ avec les apôtres. Depuis plusieurs années, des activistes d'extrême droite se livrent à des actes de vandalisme contre des lieux musulmans ou chrétiens sous l'appellation du prix à payer. Attentat suicide à Jalalabad en Afghanistan. Au moins 14 personnes ont été tuées. L'attaque visait la maison d'un élu local. Elle a eu lieu lors d'une assemblée de responsables tribaux. Le porte-parole des talibans a décliné toute responsabilité. L'attentat survient à la veille d'une réunion importante. Elle vise à relancer les pourparlers de paix entre le gouvernement et les insurgés. C'est une première, une femme à la tête de l'île de Taïwan. Tsai Ing-wen a infligé un revers cinglant au parti au pouvoir, favorable à un rapprochement avec la Chine. La candidate de l'opposition a déjà déclaré la guerre à Pékin. Elle appelle la Chine à respecter le système démocratique et l'intégrité territoriale de l'île. Pékin a déjà riposté. Le nom de Tsai Ing-wen est désormais censuré du principal réseau social chinois. Lors de la primaire socialiste. Manuel Valls, une nouvelle fois grand défenseur de la déchéance de nationalité. L'émission de Laurent Ruquier sur France 2 s'offre un record et affiche près de 30% de part d'audience. Les réactions ont été nombreuses. Avec plus de 50 000 tweets, le hashtag de l'émission enregistre l'un de ses plus forts taux. La plupart des tweets ont été considérés comme négatifs par une plateforme d'analyse des réseaux sociaux. Le cinéma français s'est exporté comme jamais en 2015. Il se vend mieux à l'international que sur le territoire. 100 millions de spectateurs ont été séduits dans le monde. En tête du classement, Taken 3, Le Petit Prince ou Le Transporteur Héritage. Les recettes sont estimées à 600 millions d'euros. Et une nouveauté pour cette année 2015, la première zone d'exportation devient l'Asie devant l'Europe. Je vous propose maintenant, avant de rejoindre en direct de Paris le vice-président du CRIF, Gilles Taïeb, d'écouter la très surprenante déclaration de Ronnie Broman, qui répondait sur Europe 1 aux questions si bienveillantes de David Abiker. Moi, mon impression, c'est qu'on affirme autre chose que simplement une affirmation religieuse, à savoir une affiliation politique. Il y a une double signification qui est attachée aujourd'hui au port de la kippa. Politique, ça veut dire quoi? Une affiliation à quoi? À l'État d'Israël? Une affiliation à l'État d'Israël, un signe de fidélité à l'État d'Israël, et après tout, pourquoi pas, mais aussi, et ça c'est quand même beaucoup plus problématique, un signe de, en quelque sorte, d'allégeance à la politique de l'État d'Israël. Par ailleurs, les deux parlementaires qui sont arrivés avec une kippa, M. Gloasgen et M. Meir Habib, sont deux amis de Netanyahou, je le dis parce qu'ils le professent sans cesse. Mais ils sont aussi des amis de la communauté juive. Non, ils sont des amis d'Israël, pas des amis de la communauté juive. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que c'est que la communauté juive. Je connais des institutions juives qui sont d'ailleurs d'abord des représentantes d'Israël. Je demande aux spectateurs, aux gens qui nous écoutent, ce qu'ils penseraient si des institutions musulmanes se faisaient les représentants d'un État islamique en France. Gilles Taïeb, vous êtes là en direct avec nous? Gilles? Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui, Gilles bonsoir. Taïeb. Je rappelle aux téléspectateurs d'I24 News que vous êtes vice-président du CRIF et vous avez bondi en écoutant ces propos de Ronnie Broman. Tout à fait. Ces propos ont été un véritable choc dans le contexte actuel. Après l'attaque contre le professeur de Marseille, on aurait pu imaginer un peu plus de compassion et un peu plus d'humanité. Et M. Broman s'est contenté de développer son idéologie antisioniste, qui est aujourd'hui une maladie qui le transforme en un antisémite, puisqu'il est allé passer tout d'un coup au mélange de la kippa, qui est, rappelons-le, une vieille tradition de plus de 3000 ans, qui unit le peuple juif à l'Éternel, et qui faisait que tout d'un coup, le juif devenait coupable, en portant une kippa, d'être le complice d'une politique israélienne qu'il avait traitée de raciste. Voilà, il Donc, va même encore plus loin. La victime devenait coupable. Voilà, Ronnie Broman va même encore plus loin. Il revisite Socrate. Tu portes la kippa, donc tu soutiens Israël, que je compare à l'État islamique, donc même à Paris, je peux t'agresser. Tout à fait. Aujourd'hui, chaque juif portant la kippa devient automatiquement une cible de ceux qui, à travers les mots
prononcées par Ronnie Broman vont trouver une légitimité dans l'attaque de ce pauvre juif portant kippa, parce qu'il verra derrière lui toute une politique, il verra derrière lui une idéologie, il verra derrière ce juif une politique israélienne que certains condamnent et que, je le répète, il fera en sorte que une victime va se transformer en coupable simplement parce qu'il est juif et qu'il porte une kippa. Alors concrètement, Gilles Taïeb, comme vice-président du CRIF, qu'avez-vous fait? Avez-vous écrit, enfin je sais que vous avez écrit à Denis Oliven, est-ce que vous avez pris une initiative? Tout à fait. J'ai d'abord écrit un courrier à M. Denis Oliven en lui exposant notre traumatisme, notre choc suite aux mots prononcés, en lui expliquant aussi que David Abiker, le journaliste, avait aussi une forme de responsabilité dans le sens où on peut avoir la liberté d'expression, on peut avoir la liberté d'inviter qui on veut, mais il faut aussi savoir mettre le haut là lorsque des paroles non seulement provoquent une indignation, mettent en danger des populations, et puis aussi alimentent aussi une haine entre deux franges de la population française, parce que dans son interview, n'oubliez pas qu'on lui parle de 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire on ne réagit pas de la même chose, de la même façon lorsque c'est un musulman qui se ferait attaquer et lorsqu'un juif se fait attaquer. David Abiker a prononcé le mot de 2 poids, 2 mesures, qui a été évidemment repris par M. Ronnie Broman. Donc c'était vraiment quelque chose d'important, et je me suis adressé à M. Denis Oliven, qui, je peux le dire et je voudrais l'en remercier, a été d'une rapidité à me répondre, puisque dans les 2 heures qui suivaient, très tard même hier soir, il m'a donné une explication disant qu'évidemment il ne partageait pas ses positions et que ce n'était pas celle de la radio, et qu'on attendait ce matin de David Abiker une mise au point qui s'est faite ce matin, mais avec toujours ce refus d'accepter le fait qu'on peut commettre des erreurs en invitant certaines personnes qui sont plus des idéologues et des pourvoyeurs de haine plutôt que des intellectuels, d'autant plus que M. Ronnie Broman n'a aucune légitimité à parler de ce problème. Alors là, c'est le journaliste qui part. J'ai écouté l'interview dans sa totalité. Moi-même, j'ai été extrêmement surpris par le fait que David Abiker n'ait à aucun moment tenté de porter la contradiction à Ronnie Broman, comme s'il approuvait implicitement les propos de Ronnie Broman. Vous êtes, j'imagine, vous l'avez dit d'ailleurs, Gilles Taïeb, satisfait par la réponse de Denis Oliven. Donc il n'y aura pas d'incidence juridique ni de plainte déposée par le CRIF. Par le CRIF, non. Il y a une plainte qui a été posée par M. Meir Habib, j'ai vu ça aujourd'hui, sur des propos diffamatoires qu'il a tenus à son encontre, et c'est justement dans cet axe-là. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui, en tout cas, de montrer notre vigilance, de montrer que rien ne doit passer, et puis de pouvoir interpeller les responsables lorsqu'ils mettent en danger encore le vivre ensemble. Et c'est ça que j'ai cherché aujourd'hui, à travers mon intervention, à faire comprendre. Et j'espère que le message est reçu, même si, derrière une posture journalistique, on peut se dire qu'on a tous les droits. Mais parfois, il faut aussi avoir le droit de réfléchir. Merci beaucoup, Gilles Taïeb. Je rappelle simplement aux téléspectateurs que Denis Oliven est le président d'Europe 1. Merci encore. Paris-Jaffa, nous étions à Paris pour évoquer cette nouvelle polémique. Nous allons revenir à Jaffa, en Israël, pour évoquer une situation inquiétante. Le nombre important d'armes à feu dans le secteur arabe est utilisé à des fins criminelles. Mathias Inbar. Des photos sur tous les murs, un souvenir omniprésent. Impossible de ne pas ressentir la tristesse de la famille Fredj. Cela fait 1 an que leur fils, Soueb, ancien joueur de football de l'élite en Israël, a été tué dans son village d'une balle dans le cœur. Les armes détruisent les maisons. Ils tuent les jeunes gens, tuent nos jeunes, comme Soueb. C'était un jeune avec plein d'avenir et ils l'ont tué. Pourquoi ? Pourquoi fallait-il le tuer ? Il était aimé de tout le monde ici. Comme Soueb, 1112 Arabes israéliens ont été tués depuis octobre 2000. Plus des 3/4 par arme à feu, volées au sein de l'armée israélienne et qui transitent ensuite dans le secteur arabe israélien. Si les leaders de ce secteur acceptent de parler de jungle, ils demandent aux autorités israéliennes d'agir. Tant que ces assassins ne seront pas arrêtés ni jugés, cela vaut le coup de tuer. Ces jeunes considèrent peut-être que c'est un acte héroïque de posséder une arme, de tirer et de tuer sans qu'ils soient inquiétés par la police. La police a tous les outils pour trouver l'assassin de mon fils, mais elle ne veut pas faire d'efforts. Benjamin Netanyahou a beau avoir annoncé un renfort conséquent de policiers dans le secteur arabe, un trompe-l'œil pour cet ancien chef de conseil d'un village arabe israélien. Son fils a lui aussi été assassiné.
90% des meurtres dans le secteur arabe restent impunis. Presque 90% des armes qui ont servi à ces meurtres ne sont pas saisies. Aujourd'hui, c'est la jungle dans la communauté arabe. Tout le monde peut obtenir une arme. Il y a un stock permanent. Ces armes viennent de l'armée israélienne. Selon les statistiques qu'il nous montre, 50% des meurtres sont commis par 20% de la population. C'est 5 fois plus que du côté juif israélien. Kamal Ryan insiste sur ce fléau criminel laissé en l'état par la police israélienne. Des actes criminels qui pourraient bien se transformer en actes terroristes. Il y a la grille tarifaire du prix des armes, de 1000 à 75 000 shekels. Si tu veux des grenades, tu en auras pour 300 shekels. Mais si tu veux un bazooka, il te faudra 75 000 shekels. Je l'ai dit au Premier ministre, comme ce fut le cas à Harara. Celui qui tire à Kfar Qassam pourra le faire à Rosh Haïn. Celui qui tire à Tira pourra le faire à Kfar Saba. Et celui qui tire à Taïbé pourra le faire à Natania. Ce n'est qu'une question de temps. En 2014, 68% des assassins par arme à feu seraient arabes israéliens. Le responsable du meurtre de Soueb Fredj reste lui, toujours dans la nature. C'était une enquête de Mathias Imbar. Paris-Jaffa, 6e édition, va bientôt prendre fin. Nous allons passer le relais à Jean-Charles Banoun pour le 20h, heure française, puis à Julien Baloul pour l'Hebdo, nouveau magazine sur I24 News. C'est un retour sur l'actu de la semaine. Il s'annonce ce soir plutôt polémique. Extrait. Le fait que des personnes décentes puissent pouvoir s'armer n'a aucun effet sur le crime et certainement pas sur le terrorisme. De fait, lorsqu'il y a une attaque menée par un terroriste, il vaut mieux que ces personnes décentes puissent être armées plutôt que le contraire. Franchement, je suis incapable de comprendre un tel raisonnement. C'est une des choses les plus incompréhensibles pour un Européen ou pour quelqu'un d'autre en dehors des États-Unis que de voir cette attitude. Des milliers et des milliers d'Américains meurent chaque année par des meurtres, par des massacres, par des accidents. Et il est impossible de mettre même le plus petit contrôle sur qui a le droit de porter des armes et qui non. Parce que Yoram Ettinger a raison. Des gens bien, des gens décents, decent people, you say. C'est très bien, mais il n'y a pas que des decent people aux États-Unis et les autres ont la même liberté de porter des armes que les decent people. Donc ici, je suis entièrement solidaire de la grande importance et de la grande émotion que ressent et qu'a exprimé Barack Obama sur cette question. Voilà, c'était un extrait de l'Hebdo que vous présentera tout à l'heure à 21h10, heure de Paris, Julien Baloul. Mais je dois vous préciser que ce nouveau magazine, l'Hebdo, comme tous les magazines d'ailleurs chaque soir, s'inscrit dans une session complète news et mag. Les news présentées par Julien Baloul, comme tous les présentateurs d'ailleurs des magazines chaque soir. Donc news juste après le journal de Jean-Charles Banoun à 21h, puis magazine, puis à nouveau session, et comme ça en live jusqu'à 23h30 au minimum. Voilà, fin de ce Paris-Jaffa. Ah oui, c'est Karine qui me demande toujours de rappeler hashtag Paris-Jaffa, notamment sur Twitter. Et on se retrouve demain à 19h. Je souhaite une excellente soirée sur I24 News. À demain 19h. Au revoir.